Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 28 décembre. Et là aujourd'hui on en est rendu à 180 jours de mer, 180 jours ou sans discontinuer. Eh bien les concurrents de la Golden Globe Race, enfin ceux qui sont toujours en course, eh bien naviguent sans interruption depuis le 1er juillet 2018. C'est assez vertigineux quand on y pense et a priori pour les premiers il y en a encore pour un mois. Donc voilà, on a une carte générale là, qui montre un petit peu l'état de la météorologie dans les différentes zones qui enveloppent nos concurrents. On va commencer par notre ami Tapio Lehtinen, donc, qui est le cinquième concurrent de la course, puisque nous avons 5 concurrents encore en course. Et Tapio, lui, il est à peu près à 2800 milles du Cap Horn. Il est dans une veine de nord-ouest relativement modérée, d'une vingtaine de nœuds. Et il navigue à presque 5 nœuds, je crois, voilà, 4 nœuds 7. Donc c'est quand même une vitesse relativement correcte pour ces bateaux-là. Sachant qu'il a toujours a priori ses bernacles sous sa coque, enfin, sur sa coque, sous la ligne de flottaison, et qui le ralentissent donc dans sa progression, malgré le fait que l'angle là du vent soit vraiment idéal pour avancer vers l'est. Eh bien, il navigue sans doute un petit peu en deçà de la vitesse à laquelle il devrait progresser dans ces conditions de vent. Simplement, voilà, il n'a toujours pas enlevé ses bernacles a priori. Alors, il aura peut-être une option si on s'intéresse donc à la météo qui vient. Vous voyez, le temps devrait un petit peu se calmer, même s'il est relativement modéré pour l'instant. Et ça pourrait lui permettre, aux alentours du 30, d'avoir un temps plus maniable pour pas forcément plonger, parce qu'on a vu que lui, il avait mis en place un système pour éviter justement de se mettre dans l'eau, parce qu'il a peur d'être éventuellement confronté à des requins. Donc il utilise un baudrier qui lui permet de se maintenir juste au-dessus du niveau de l'eau, et avec un grattoir au bout d'un manche, et il enlève les bernacles. A priori, c'est la technique qu'il a essayé de mettre en place. On sait que Tapio est un bon technicien qui trouve des solutions à tout un tas de situations. Et donc le temps, là, dans 2 jours, devrait lui permettre peut-être de voilà, vous voyez, là, voilà, il devrait envelopper là, pendant toute la journée du 30 dans une zone relativement calme. Donc, à voir. Mais en tout cas, donc, pour l'instant, il est encore à 2800 milles du Cap Horn, je vous le disais. Et à titre indicatif, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à cette distance-là, quand Tapio franchira le Cap Horn, là, une fois de plus théoriquement, ça devrait correspondre un petit peu au moment où les premiers concurrents arriveront au Sable d'Olonne. Ça voudrait dire qu'il lui restera encore 7000 milles à parcourir, et que cette distance indique que logiquement il pourrait arriver juste pour la remise des prix. Donc ce qui serait vraiment un très très bon timing si on pouvait avoir nos 5 concurrents revenus pour la remise des prix, sachant que Tapio est le dernier, encore en course. Voilà, ça permettrait d'avoir, excusez-moi, tous les concurrents donc sur la scène, accompagnés de ceux qui malheureusement n'ont pas pu finir le parcours. Excusez-moi, vous voyez, c'est l'hiver, c'est un petit peu difficile. Itzvan Kopar, notre ami américano-hongrois, donc lui, c'est assez marrant ce qui se passe autour de lui, parce qu'il a pas mal de mauvais temps, mais ça passe soit au-dessus, soit en dessous. Et donc là, lui, on va mesurer la distance. Excusez-moi, je suis vraiment désolé.
qui le sépare encore du Cap Horn. A priori, ça doit faire quelque chose comme 500 000. Voilà, bah vous voyez, j'étais pas loin. À force, au bout d'un moment, on a un petit peu plus le compas dans l'œil. Et donc, le vent, là, pour l'instant, il l'a un peu dans le nez, c'est ce qui l'oblige à descendre vers le sud. Parce qu'il ne peut pas avancer vers l'est directement, le vent l'en empêche. Et donc ça va durer toute la journée d'aujourd'hui. Et vous voyez, après, heureusement, il va se faire rattraper donc par du vent de sud qui va progressivement tourner à l'ouest et qui va lui permettre de faire route directe dans des conditions relativement maniables vers le Cap Horn. On va continuer voilà, tous les jours à venir. Donc il aura une zone de ralentissement. Il espérait passer le Cap Horn pour le 1er janvier. Bon, vu la distance qu'il lui reste à parcourir, ça paraît maintenant un petit peu optimiste. Donc ce sera plutôt voilà, dans la première semaine de janvier que notre ami Istvan Kopar devrait passer donc, le Cap Horn et revenir à son tour voilà, dans les eaux de l'Atlantique Sud. Et on imagine que ce sera pour lui un grand soulagement. Vous voyez le gros système là, qui se développe au-dessus de lui, mais qui ne devrait pas l'impacter du tout. Voilà. Si ce n'est peut-être l'état de la mer, on va regarder. Donc là, il est dans une mer relativement formée et qui, du fait de cette dépression au-dessus, va peut-être augmenter un peu. Vous voyez, bon, ça augmente un petit peu, mais enfin bon, comme il est quand même beaucoup plus sud, non, ouais, même ça a même tendance à se calmer un petit peu à mesure qu'il avancera vers le Cap Horn. Donc Istvan, voilà, a priori, bon, pas de grosses difficultés jusqu'au franchissement du Cap Horn. C'est plutôt une bonne nouvelle pour un concurrent qui n'a pas été épargné par les soucis techniques. Notre ami Uku Ranma, 3e donc de la Golden Globe Race, qui a déjà voilà, qui s'est déjà pas mal éloigné du Cap Horn, donc il a passé en 3e position. Là, qui navigue bon, à 3 nœuds 8, c'est pas une vitesse extrêmement rapide, mais bon, à la fois les conditions météorologiques sans doute sur place ne lui permettent pas de faire beaucoup mieux. Pourtant, l'angle du vent est bon, mais voilà, il est dans un système aussi qui est relativement instable. Et c'est surtout dans les jours à venir, vous voyez, en regardant bien, on peut voir que voilà, ça tourne un petit peu dans tous les sens. Donc là, voilà, il est dans une zone... Là, ça va, c'est relativement fort. Donc voilà, ça c'est actuel. Voilà, et le vent va donc baisser un petit peu donc, dans la journée de demain et reprendre en force, donc avec un angle sans doute un petit peu plus compliqué pour remonter vers le nord. Là, vous voyez qu'il y a une grosse zone de vent de face qui est en train de se mettre en place avec cette rotation ici. Et si on continue, voilà, on voit qu'il y a un vent d'ouest qui va le rejoindre à partir du 31 et qui devrait lui permettre là, de faire plus clairement route vers le nord. Donc voilà, il risque d'être obligé de se décaler vers l'est avant de remonter vers le nord. Mais de toute façon, il faut qu'il s'écarte un petit peu des côtes du Brésil, donc c'est pas forcément négatif. Après, au-dessus, vous voyez, c'est beaucoup plus instable. Et là, difficile de savoir à quelle sauce va être mangé notre ami Uku dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, vous voyez, toute cette série là de systèmes donc en rotation, ça montre beaucoup d'instabilité. C'est beaucoup plus stable
pour nos amis Mark Slatz et Jean-Luc Vandenede. Donc on va revenir à la météo actuelle, qui sont toujours là aussi, a priori d'un écart d'environ 1000 milles, voilà, qui se maintient hein, du fait que eh bien écoutez, les deux marins sont dans des conditions relativement similaires. Donc lui, Mark Slatz, n'a pas passé encore le poteau noir. Jean-Luc en sort juste. Donc ils sont tous les deux dans un régime d'alizé. Mais donc l'un est dans l'hémisphère nord et l'autre est dans l'hémisphère sud. Mark Slatz, lui, il est à 700 000 de l'équateur. Donc il s'en rapproche. Et lui, Jean-Luc, s'en est éloigné. On va regarder ça vite fait. Eh bien déjà, de 250 000. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que la situation devrait être relativement stable pendant les jours qui viennent. Vous voyez, si on avance un petit peu dans le temps, Jean-Luc va être dans un régime d'alizé relativement stable. Et à mesure qu'il avancera, eh bien, on devrait observer voilà, une légère rotation du vent qui va lui permettre de raccourcir un petit peu sa trajectoire. On va regarder où est-ce qu'il est situé par rapport à la trajectoire idéale, matérialisée en rouge ici. Donc voilà, il en sera pas mal écarté. Mais on sait qu'en voile, la route la plus courte ou la plus directe n'est pas nécessairement la plus rapide. Donc ça, c'est tout à fait classique comme situation. Et ce qui peut être intéressant pour notre ami Mark Slatz, c'est que cette zone du poteau noir ici, devrait se résorber à mesure... Bon, elle n'est pas très active de toute façon, mais ça devrait se résorber à mesure que Mark Slatz se dirigera vers elle. Et c'est ce qui... Vous voyez, c'est en train de se combler là gentiment. Et c'est ce qui devrait lui permettre, dans les jours qui viennent, de peut-être remonter... On a regardé ça vite fait tout à l'heure, et a priori, ça pourrait peut-être lui permettre de regagner 150 000 sur Jean-Luc. Mais ça veut dire qu'il lui en restera encore 850 à gagner, et que jusqu'à l'arrivée, il faudrait qu'il gagne environ 30 000 par jour. Et donc, ça représente quand même... une grosse difficulté pour Marc, parce que c'est beaucoup de distance en plus à parcourir chaque jour. Voilà, sur une moyenne, c'est quand même, ça paraît assez compliqué. Après, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en jeu que, évidemment, tout reste encore ouvert. Jean-Luc, en plus, a une pénalité de 18 heures. Donc, ce qui n'est pas... nécessairement un avantage, évidemment. Voilà, cette remontée de l'Atlantique, qui devrait durer un petit peu moins d'un mois maintenant, va être très très intéressante du fait de ce duel à distance, pour l'instant, mais qui pourrait devenir beaucoup plus serré sur la fin du parcours. Et donc on va suivre ça avec attention. Pour l'instant, Jean-Luc n'est pas loin de là... menacé directement, mais voilà, c'est une course de longue haleine, s'il en est, hein, plus de 180 jours de mer depuis le 1er juillet 2018. Ça vous donne une idée un petit peu voilà, de l'amplitude et de la difficulté de l'exercice que sont en train de réaliser ces marins exceptionnels. Ce que je peux dire, c'est que, à titre... comme ça, donc d'anecdotes, ce qui est quand même assez chouette, c'est que Mark Slatz, finalement, réalise une performance vraiment énorme, parce que
Il a sauté dans son bateau juste après avoir traversé l'Atlantique. Il bénéficiait d'une préparation largement en deçà, même s'il était très bien entouré, attention. Mais malgré tout, il a eu beaucoup moins de temps de se préparer que Jean-Luc Van den Ende. Il n'a évidemment pas son expérience. Et finalement, il arrive quand même à rester une menace à un mois de l'arrivée. Et ça, c'est quand même très impressionnant de voir cette configuration-là, même si bon, Mark Slatz est quelqu'un de généralement performant dans les domaines auxquels il s'intéresse, mais ça reste quand même assez impressionnant. Voilà, d'être en lutte comme ça pour la victoire de la Golden Globe Race, alors que le niveau de préparation était relativement faible pour ce marin. Et la deuxième chose, c'est que Jean-Luc, voilà, à l'âge qu'il a, il n'a jamais été en aussi bonne position pour remporter une grande course. Voilà, il détient le record de la voie qu'on pourrait dire contre nature, hein, contre vent et courants dominants, en 122 jours et quelques. Donc ça, c'est un record qui lui appartient, qui tient toujours et qu'il est allé chercher vraiment de longues luttes, puisqu'il s'est repris, je crois, à 4 fois. Mais s'il a toujours été placé sur les podiums des courses auxquelles il a participé, Jean-Luc, finalement, n'a jamais gagné de grandes courses. Il a toujours été très bien placé, etc. Mais ça serait assez fantastique, finalement, de finir une carrière de coureur sur une course d'un tel niveau, avec un tel niveau d'engagement. Eh bien, à l'âge qu'il a, ça serait vraiment un scénario d'une beauté symbolique assez enfin, très, très forte, quoi, hein, voilà, tout simplement. Ça serait vraiment une belle histoire. Voilà, écoutez, en attendant, il peut se passer encore énormément de choses jusqu'à l'arrivée, donc qui est prévue pour la fin janvier. Tout ça reste très théorique. Il peut se passer encore énormément de choses, hein. Jean-Luc doit avoir un petit peu moins de 3000 milles maintenant à parcourir avant de rejoindre les Sables d'Olonne. Donc pour Mark Slatz, ça fait 1000 de plus, donc on imagine bien que tous les scénarios sont encore possibles. Maintenant, voilà, on a fait un petit point à un instant T, en ce vendredi 28 décembre. Et on va prendre une dernière fois un petit peu de recul pour se refaire une petite idée, voilà, j'aime beaucoup cette cartographie Windy TY, là, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très chouette, c'est très pédagogique et ça... Évidemment, ça ne donne qu'une idée très très virtuelle hein, de ce que peuvent vivre nos marins, mais en tout cas, ça donne quand même une idée relativement précise des configurations météorologiques dans lesquelles se trouvent nos coureurs, et c'est un bon outil pédagogique pour petit à petit comprendre un petit peu comment la météo se développe et est active autour du monde. Et ça donne une idée aussi la lenteur de la course montre en même temps à la fois à quel point notre monde s'est rétréci au fur et à mesure des décennies de développement technologique, et en même temps reste très très étendu voilà, à l'échelle d'une aventure humaine qui se veut quelque part relativement on va dire relativement démunis en termes de moyens technologiques, et qui voilà, rend à la mer toute son altérité potentielle et toute son épaisseur en tant qu'élément naturel
avec lequel il faut composer. Donc voilà, je vous remercie de votre attention pour ce petit point voilà, du vendredi. Je suis désolé, j'ai pas mal toussé, mais voilà, l'hiver étant là et les rhumes alentour ne m'ayant pas épargné visiblement, c'était comme ça. Voilà, donc je vous dis, tout à l'heure on va faire un petit retour sur les questions-réponses, et donc il va falloir que je regarde ça tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt. Merci.